Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. L'affaire dit des 46 soldats ivoiriens, mercenaires, tout ce que vous voulez, a-t-elle un certain dénouement? Peut-être c'est un peu trop aller en besoin, mais tout simplement, quelque chose pourrait-il subvenir de cette question assez cruciale qui met donc une relation de tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Toujours est-il qu'il pourra en avoir, parce que tout simplement, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, au cours donc du premier anniversaire de son parti, le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, est revenu pour une deuxième fois sur cette question. La première fois, il faisait part à ses sympathisants et militants de son parti que le Parlement doit engager notamment des recherches afin de savoir clairement si ces soldats sont des soldats tels que dit, si ce sont des mercenaires, dans quel contexte ils ont été envoyés, parce qu'ils ne sont pas là-bas par un fait de hasard. Aujourd'hui, il évoque justement la question d'un appel du président de la transition du Mali à penser à ses frères d'armes. Une fraternité d'armes donc au rendez-vous, mais également aussi à être moins, alors dire, moins intransigeants avec ceux-là qui sont de ce côté, mais avoir un regard certainement serré avec celui ou ceux qui les ont envoyés au cours de ce rendez-vous. Et nous tentons de comprendre donc cette affaire qui, après un moment d'accalmie, est encore revenue au goût du jour pendant que les tractations côté togolais sont encore en train de se faire. À café de 46 soldats ivoiriens, Gbagbo appelle Assimi Goïta à une fraternité d'armes. Peut-on espérer un geste de Bamako? Madame, Monsieur, bienvenue à votre avis compte, édition 19 octobre 2022. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Pour échanger au cours de ce rendez-vous, nous avons deux invités et nous aurons deux personnes également au téléphone qui doivent, pour certaines séquences, donner leur point de vue sur ce sujet, avec notamment le concours du temps. Nous irons aller très rapidement. D'abord, du côté du Burkina Faso, lui, il est déjà en place. Il s'agit de Palo Daboudi Augustin. Il est coordinateur national de l'organisation citoyenne pour le développement durable, OCDD, il se fait appeler Ali Palo. Bonjour monsieur, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Bonjour monsieur, merci de nous avoir invités pour partager notre point de vue sur la situation à Bamako en ce qui concerne les 46 soldats ivoiriens détenus depuis un bon moment au Mali. Merci de nous faire participer à cette émission. Merci également à vous de votre disponibilité ce matin. Celui avec qui vous allez échanger est un fils du Mali, un fils de l'Afrique. Nul autre que Moussa Zane Diarra, qui est donc vice-président du réseau des jeunes actifs RJA du côté du Mali. Monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour Laurent, bonjour à toutes les auditeurs et à tous les téléspectateurs de For You Media. Bonjour à tous les panafricanistes et à tous les souverainistes africains. Et bonjour aussi à la diaspora africaine. Bonjour à mon frère Palo depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Bonjour aussi au peuple malien. Vraiment, nous vous remercions pour votre action pour l'éveil de conscience des peuples africains. Merci. Merci également à vous. Et directement, nous allons d'abord prendre donc cette vidéo où le président Laurent Gbagbo s'est donc exprimé au cours du premier anniversaire du PPACI et nous reviendrons juste derrière donc pour les échanges qui vont devoir se poursuivre concernant le temps. C'est comme ça qu'on appelle au Congrès. De penser à sa fraternité d'hommes avec ceux qui sont en prison là-bas. Que c'était
soldats, que d'autres appellent des mercenaires. Maintenant, on n'a pas les éléments de passer à sa sincérité d'âme, mais surtout, il faut que le président de Sylvie fort de Togo, qui a accepté comme médiateur par les uns et par d'autres, il faut qu'il redouble d'efforts et comprenne que ceux-là, comme je l'avais déjà dit, que ceux-là, ils sont de l'envoyer. Ils sont de l'envoyer. Et c'est celui qui envoie, celui qui a la plus grande responsabilité. Celui qui envoie, c'est lui qui a la plus grande responsabilité. Quand tu envoies, tu dois pouvoir dire clairement si c'est pour le bien. Pourquoi tu as envoyé un père pour faire quoi? Dans quel délai? Clairement. Donc c'est sur ça que je voudrais que nous ici, au PPC, on puisse, dans le mois possible, envoyer une 3 délégations en Guinée, au Burkina, à Bamako, pour se former. Pour nous informer sur place. Pour nous informer sur place. Une fois, comme nous ne sommes pas, nous n'avons pas le mandat de l'exécutif. On connaît les autres, mais nous on comprendra. On comprendra ceux qui disent qu'ils sont mercenaires, on comprendra ceux qui disent qu'ils sont soldats. On comprendra la réponse de l'un et de l'autre. Et puis, si nous pouvons, nous demandons que celui qui est envoyé ne subisse pas un sort plus lourd que celui qui a envoyé. Donc, voilà
il faut continuer à tolérer. Sacré Laurent Gbagbo avec un zeste d'humour au cours du premier anniversaire. Il dit avec une certaine maestrie politique sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens. Moussa Zan Diarra, je commence avec vous. Vous avez suivi les propos du président, l'ancien président ivoirien. Vous avez regardé forcément la vidéo à plusieurs reprises. La réaction que vous avez au terme justement de ces propos tenus par Laurent Gbagbo. Voilà, merci bien Laurent. D'abord, comme un rappel, les 49 soldats ont été arrêtés au Mali en mois de juillet, le 9 juillet, le 10 juillet, disons, 2022 à l'aéroport international Mobo Keïta. C'était des soldats envoyés soi-disant au compte de la MINUSMA, mais malheureusement après leur arrestation, la MINUSMA a fait une déclaration démontrant qu'ils ne font pas partie de l'effectif de la rotation de MINUSMA à son temps. Et concernant aussi l'ambassade allemande, le représentant de l'Allemagne aussi lui il a fait un communiqué montrant que ces soldats ne font pas aussi partie de leur effectif concernant la sécurisation des sites. Donc le Mali a fait un communiqué officiel. Dans le communiqué, c'est montré directement que clairement que ces soldats sont considérés comme des mercenaires. Ils étaient 49. 3 femmes ont été libérées suite à la médiation du président Faure Gnassingbé du Togo, qui s'est aussi montré médiateur de cette affaire et accepté par les deux parties, que ce soit le Mali, Bamako et la Côte d'Ivoire. Et lors même de la libération de ces 3 dames, le gouvernement ivoirien a reconnu des manquements et beaucoup de choses. Mais après ça aussi, il y a eu des réserves concernant l'approvisionnement du gouvernement ivoirien pour porter cette affaire-là devant l'instance de la CEDEAO et autres. Maintenant, cette sortie ne m'a pas surpris parce que Gbagbo, qui connaît le président Gbagbo, d'abord, c'est une personnalité quand même remarquable ici en Afrique. Et surtout en Afrique de l'Ouest ici, et suite dit à sa positionnement concernant la prise de décision et sa sortie, chaque fois c'est des déclarations qui sont remarquables, c'est des gestes qui sont remarquables. Maintenant, cette déclaration concernant la fraternité d'armes entre Assimi et ces 46 soldats qui sont détenus au Mali ici, suite à des fins de négociations pour leur libération, probable libération. Et je dirais, il fait son rôle, il joue son rôle parce que c'est un homme d'État, c'est un homme politique et c'est un ancien président aussi. Mais ce qui m'a un peu marqué suite à son discours, c'est le fait que jusqu'à présent, et même il ne sait pas réellement les faits. En tant qu'un homme politique, en tant qu'une personnalité de ce rang en Côte d'Ivoire, et même il ignore réellement ce que ces soldats font au Mali. Parce que le gouvernement ivoirien a dit qu'ils font partie de l'effectif de la MINUSMA, chose qui a été démentie. Mais le peuple qui s'injure contre l'approvisionnement, contre l'acte posé par le Mali, et les gens qui accusent le Mali, qui sont des Ivoiriens, ne connaissent même pas aussi la vraie version et la réalité de ces faits. Donc, suite à cette déclaration, nous pouvons nous mettre à la place de ces gens, parce que Gbagbo n'est pas n'importe qui.
c'est une personnalité politique, c'est un homme d'État, mais ils disent qu'ils ignorent, eux-mêmes ils ignorent vraiment la raison même de la mission de ces soldats. Est-ce réellement c'est des soldats? Est-ce réellement c'est des mercenaires? Donc tout le monde est dans cette vraiment doute aux côtés des Ivoiriens. Mais au Mali, nous avons la certitude que c'est pas quand même des soldats qui ont été envoyés, mais c'est des mercenaires, des forces spéciales composées et des étrangers mercenaires qui font partie de cet effectif que le Mali a démontré clairement. Donc c'est cette partie-là qui m'a marqué, parce que jusqu'à preuve de contraire, nous pouvons comprendre qu'il y a beaucoup de personnalités, ou il y a beaucoup même de personnes qui se positionnent, qui ont pris des positions concernant cette affaire, mais qui ignorent réellement le fond de cette affaire, parce que jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement ivoirien n'a pas dit clairement pourquoi ces soldats ont été envoyés et qui sont réellement ces soldats. Mais le Mali quand même a donné sa version de fait et l'affaire est devant la juridiction. Et je ne suis pas sûr que Assimi, étant un soldat aussi, même s'il y a une question de frère d'armes, va aussi vraiment prendre position concernant cette déclaration de Gbagbo pour que voilà, qu'il y ait quand même des probables libérations dans ce sens. Parce que du fait que le gouvernement a porté le fait devant la juridiction de la CEDEAO et que la CEDEAO aussi en a pris comme un sujet à débattre, un sujet à discuter. Même hier, lors de la session du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu beaucoup de débats autour de cette question et la réponse du ministre des Affaires étrangères malien a été claire. Cette affaire est devant la juridiction et je pense que nous allons quand même continuer dans ce sens. Voilà, merci à vous. Ali Palo, vous avez suivi notamment cette sortie du président Gbagbo et vous avez suivi tout à l'heure les propos de Moussa Zandiara, qui lui est malien. Il faut évoquer également ce côté de sa nationalité, bien qu'il soit aussi panafricaniste. Quel est le regard que vous portez sur cette question aujourd'hui, surtout qu'il a évoqué un aspect très important, l'affaire est pendante devant les juridictions maliennes, cela est dit, mais quand le président Gbagbo justement fait cette demande-là, cette invitation, qui pour le moment jusqu'ici est encore indirecte, elle n'est pas encore officielle, parce que le gouvernement ivoirien avait refusé d'ailleurs que les populations puissent s'impliquer dans cette affaire que seul le gouvernement avait la possibilité de gérer. D'accord, merci bien, monsieur Eric, pour la parole que vous remettez pour cette situation au Mali. Dieu merci, il y a le camarade Moussa Zam qui a entamé ses propos en ce qui se passe avec ces 49 soldats en griffe, disons mercenaires au niveau du Mali, et disons aussi soldats au niveau de la Côte d'Ivoire et des organisations dites internationales. Dans cette situation, nous sommes dans une situation de confusion totale. Le président Gbagbo, avec sa sortie, ne nous a pas clairement dit si c'était des mercenaires ou bien c'était des soldats ivoiriens. Et là, nous savons aussi qu'il y a d'autres nationalités qui sont parmi aujourd'hui ces 46 soldats disons ivoiriens qui sont aujourd'hui au Mali. L'erreur, pour moi, l'erreur que le Mali a pu commettre, c'est le fait de libérer les trois dames en premier, suite à certaines médiations de Foya Soumbé, le président togolais. Et aujourd'hui, ça donne d'autres visions de la Côte d'Ivoire quand on voit le gouvernement ivoirien qui sort et qui dit que c'est un chantage que le Mali est en train de faire avec le gouvernement ivoirien, tout en demandant de libérer les prisonniers ou bien les exilés politiques maliens qui se retrouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avant de libérer ces 46 soldats qui sont aujourd'hui au Mali. Dans cette situation, le Mali est confronté à des situations. Parce que là, vous voyez, la communauté internationale
en passant par l'ONU qui fait des déclarations pour demander de libérer ces soldats, qui en temps avait dit qu'il ne reconnaissait pas ces soldats, ces mercenaires, entre soldats qui sont aujourd'hui au Mali. Et en même temps, vous voyez la CEDEAO, l'Union africaine, qui font des déclarations pour demander la libération de ces soldats. Laurent Gbagbo, dans sa sortie, j'aurais aimé, pour un homme politique qu'il est, ou un ancien président qui a fait 10 ans au pouvoir, pour un ancien chef d'État, pour un ancien opposant politique, ou aujourd'hui qui a créé un parti panafricain, qui a une grandeur panafricaine, c'est-à-dire qu'il veut embrasser tout le continent africain, devait prendre une position claire sur ces situations-là et la défendre jusqu'au bout. Gbagbo, on le connaît. Gbagbo n'est pas celui qui, par moment, tentait de s'initier ou bien de chercher le juste milieu. Il disait clairement si c'était des soldats ou bien des mercenaires. Cette situation existe aujourd'hui, il y a très longtemps. Gbagbo ne peut pas dire qu'il n'a pas les informations justes sur ces personnes qui sont aujourd'hui au Mali. S'ils sont des soldats, il faut qu'il affirme dans sa conversation que ce sont des soldats. Si ce sont des mercenaires qui l'affirment, parce que ce sont des mercenaires, vous n'allez pas demander au président Goïta de penser à ses frères d'armes et pour une libération. Je suis désolé. Ce sont des mercenaires. Les mercenaires sont traduits devant une juridiction compétente et qui sont aussi poursuivis pour les faits qui leur sont reprochés. Maintenant, si ce sont des soldats, et là, il peut demander à son frère, son petit frère, le président Assimi Goïta, de tenter de libérer contre des frères d'armes qui sont de deux pays différents. Maintenant, ce sont des mercenaires. Gbagbo ne peut pas demander à Assimi Goïta de libérer des mercenaires qui sont arrêtés pour déstabilisation d'un territoire. Vous remarquerez que ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je dirais que cette même scène s'était produite entre Houphouët-Boigny et Sékou Touré de la Guinée-Conakry, et qui, par fini, on a vu de chantage en chantage, les deux pays ont finalement fini à se céder. Maintenant, le Mali, qui donne une version des faits sur les 49 soldats qui étaient arrêtés, on apprend que parmi eux, il y a d'autres qui ont des pièces d'identité de différents origines, des maçons, et ainsi de suite. J'aimerais que mon frère Moussa du Mali puisse nous éclaircir un peu sur cette situation. Mais en même temps, je dis réellement, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où on parlait de rébellion au niveau d'Abidjan, et je suis burkinabé, il faut clairement le dire. Des soldats burkinabés qui étaient au Burkina Faso, quand les Blaise Compaoré allaient déstabiliser la Côte d'Ivoire, ce qui a rendu très difficile le pouvoir de Laurent Gbagbo. Des soldats burkinabés qui quittaient simultanément pour aller combattre au Libéria, ce qui a aussi déstabilisé certains pouvoirs. Donc, à un moment donné, nous savions très bien qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique de façon générale, surtout notre continent Afrique noire, nombreux sont ces chefs d'État qui sont pilotés par l'Occident ou bien par des puissances internationales qui travaillent à déstabiliser des pays quand ils voient que les intérêts ne marchent plus ensemble. Aujourd'hui, je suis fier du peuple malien qui, à travers Assimi Goïta, travaille à montrer la souveraineté du peuple malien, à travailler à valoriser le respect du peuple africain, surtout hier, sa sortie au niveau de l'ONU, ce qui a donné une autre valeur au peuple africain, surtout le peuple malien, qui se voit grand, parce que quand un homme comme Diop prend la parole et demande aux Français de se calmer et de montrer les preuves, de montrer les preuves, de manifestation pour montrer les preuves de déstabilisation du Mali, c'est très, très important. C'est ce qu'il a fait à Sankara à un certain moment. Il a dit on peut tuer Sankara, mais des milliers de Sankara naîtront. À travers cette situation, je souhaiterais que le président malien Assimi Goïta travaille à ce que si ce sont des mercenaires réellement, et pour sa dignité, pour la dignité du peuple malien, et pour la souveraineté du peuple malien, et pour la souveraineté du Mali, travaille à réunir ces preuves-là et les faire sortir de façon officielle. Parce que là, si ça traîne, je dirais que c'est vrai que nous sommes dans des États, nous allons parler de négociation des États, nous allons parler de comment on appelle ça, de médiateurs des autres pays. Mais finalement, qui aura raison après ça? Parce que nous avons toujours pris le temps d'Afrique de traiter les choses par familiarité, par valeur africaine. Mais à la fin, on n'a pas réellement les éléments qui pourront dire que le Mali avait raison ou la Côte d'Ivoire avait raison. Il ne faudrait pas qu'on parte à une crise où demain le peuple ivoirien dirait que non, hier le peuple malien nous avait fait ça, il faut nous rendre la monnaie. Il faut aller sur la base de la vérité et trancher la vérité. Celui qui a tort, qui puisse dire réellement que j'ai tort et demander pardon. Moi, j'aurais aimé que le président Gbagbo soit direct et soit clair. S'ils sont des mercenaires,
qui disent clairement sont des mercenaires, ils demandent à la juridiction malienne de trancher clairement dessus. Et même interpeller la juridiction internationale. Parce que lui, il revient de la CPI, la Cour pénale internationale. Il a été jugé là-bas pour des crimes en griffes que Bawata a dit qu'il a commis en Côte d'Ivoire. Mais il a été jugé à la Cour pénale internationale. Donc, il devait demander aussi, si ce sont des soldats, parce qu'ils sont tous, dans tous les cas, au Mali, ils sont accusés comme des mercenaires. Donc, il devait demander aux juridictions compétentes et internationales de trancher cette affaire de façon rapide pour que ces personnes qu'on appelle un griffe mercenaire ou soldats soient tranchées aux yeux du peuple, aux yeux du monde entier, aux yeux de la souveraineté africaine, aux yeux aussi des souverainetés des frontières des pays voisins qui vivent ensemble. Je peux dire en Côte d'Ivoire, il y a des millions de Maliens qui se trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parmi ces millions Ivoiriens, Maliens qui se trouvent en Côte d'Ivoire, il y a encore des millions d'Ivoiriens qui se trouvent au Mali. Ce sont des peuples frères. Donc, je trouve inaccessible qu'un peuple tente de déstabiliser notre peuple et qui va créer des séquences, même des problèmes entre des peuples. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse trancher clairement que la justice donne sa position. Ça permettra d'avoir un respect entre les peuples et ça permet aussi de sauvegarder la souveraineté des peuples qu'on se bat depuis longtemps pour préserver cette unité-là. Vous tout à l'heure. Moussa Zan Diarra, Ali Palo a évoqué tout à l'heure la position qu'il aimerait que le président Gbagbo prenne d'un homme politique de son envergure, d'un chef d'État de sa carrure et même d'un politicien, si je ne l'ai pas évoqué bien précédemment, par rapport à tout ce qu'il a pu avoir, et forcément cela aura été notamment la position des uns et des autres, bien leur souhait. Vous avez évoqué un fait marquant que le président Gbagbo, comme certainement un bon nombre d'Ivoiriens, n'est pas au courant clair de la situation ou du moins de la position de ces soldats ou mercenaires, peu importe le pan là où on se trouve. Maintenant, si le président Gbagbo semblait, dans sa position d'homme politique, de chef d'État, ancien président de la République, peut-être vouloir faire une certaine fine bouche ou un juste milieu, le fait qu'il puisse dire que l'on enverrait justement des délégations du côté de la Guinée, au Burkina Faso, même à Bamako, pour s'enquérir clairement de la situation, est-ce que cela ne démontre pas à suffire que clairement, Laurent Gbagbo et comme bon nombre d'Ivoiriens ne savent pas clairement ce que ces hommes qui peuvent avoir une casquette de soldats ou de mercenaires font du côté du Mali, et il va de cette position très claire que l'information a été tellement bouclée au point que nul, effectivement, n'en sait rien par le gouvernement. Voilà, et avant de reprendre, en réalité, voilà, je reviens un peu ce que mon frère Palo a dit concernant la position de Gbagbo. C'est pas que Gbagbo, c'est une personnalité politique qui fut président pendant 10 ans et un ancien opposant qui peut connaître réellement le fond de cette affaire, quoi. Parce que au côté du Mali, on a vu qu'il y a eu beaucoup de communiqués concernant l'affaire. Mais contrairement au côté de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu assez de communication. Quand même, il y a eu des conseils de sécurité autour de cette affaire, mais pas assez de communiqués concernant la situation physique et même de ces soldats. Au-delà de ça, le Mali a des preuves, parce qu'on a dit les identités reconnues à travers les investigations ont révélé que ces soldats cachaient, ces mercenaires cachaient leurs vraies identités. Donc tout ça là, c'est des preuves. Un soldat qui est envoyé à un autre pays avec des armes sans être déclaré est considéré selon les chartes des organisations internationales comme des mercenaires. Cela n'en doute pas à ça. Ça, c'est des choses qui sont reconnues dans les textes internationaux. Maintenant, ce que Gbagbo a fait, c'est ce que la CEDEAO même a fait, parce que la CEDEAO s'est statuée sur cette affaire. Après les échanges, ils ont dit on va maintenant envoyer une délégation officielle à Bamako pour en savoir plus.
Mais après la visite de cette délégation, quelle a été la suite? Est-ce que la CEDEAO a fait un communiqué concernant ce qui s'est passé lors de ces entretiens au Mali ici? La venue du président ghanéen et le président de Gambie concernant cette affaire. Pourquoi ils n'ont pas fait jusqu'à présent un communiqué officiel de la visite? Parce que les gens disaient beaucoup de choses, mais au fond même de la chose, en réalité, l'affaire, le Mali détient la version claire de cette affaire. Maintenant, la réaction de la Côte d'Ivoire, ou bien la réaction même de Laurent Gbagbo, me laisse vraiment savoir que tout ce qu'on disait depuis le départ au peuple ivoirien, jusqu'à preuve de contraire, ils ne connaissent pas vraiment le vrai de ce problème-là, le sens de ce problème. C'est pour cela que Gbagbo a dit, maintenant on va envoyer une délégation au Mali, une délégation au Burkina et une délégation en Guinée pour en savoir davantage. S'ils en savaient réellement, pourquoi n'allaient pas dire clairement leur position? Parce que c'est une partie politique qui s'est prononcée concernant cette affaire. Même si le président, le gouvernement ivoirien a dit de laisser, a demandé à la population ivoirienne de laisser cette affaire, que le gouvernement va s'en charger, mais le Gbagbo, c'est un président d'un parti politique et c'est le parti qui s'est prononcé. Pas seulement la personnalité de Laurent Gbagbo, mais c'est le parti même qui s'est prononcé concernant cette affaire. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'envoyer des délégations dans ces trois pays-là pour en savoir plus. Maintenant, le Mali ne doit pas aussi aller vite dans cette affaire. Même si les trois soldats ont été envoyés, et je dirais que c'est pas une erreur, parce que quand ils parlent de la médiation, souvent la bonne foi fait que la médiation peut maintenir vraiment le cap, mais en faisant quoi? En montrant la bonne volonté d'une partie à l'autre. Le Mali a montré sa bonne volonté de libérer les trois soldats. Mais on a dit, parce que toutes les déclarations de déstabilisation, que ce soit depuis le 25 mars dernier, où il y a un Malien qui s'est autoproclamé président, et les déclarations de Boubou Cissé, les déclarations de Tiaman Iber, toutes ces déclarations ont été faites en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le gouvernement malien a dit la Côte d'Ivoire se comporte comme base arrière des opposants maliens qui veulent déstabiliser le Mali depuis à son temps. Donc on a souhaité que cette affaire soit réglée politiquement. C'est ce que le gouvernement malien a proposé. Si on veut que l'affaire soit réglée politiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait des propositions, on a fait des concessions. La concession, c'était quoi? C'est de libérer les trois dames. Et le Mali a fait aussi sa proposition. Donc cette proposition a été mal interprétée par le gouvernement ivoirien comme des chantages. Alors que ce n'est pas des chantages. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont poursuivis juridiquement au Mali. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas les extrader au Mali. C'est des opposants qui ont tenté de déstabiliser la transition malienne depuis le territoire ivoirien. Mais lors de cette déclaration, le gouvernement et bon nombre des Ivoiriens ou bien même des Africains ont pris vraiment cette positionnement du Mali comme si c'est des chantages, alors que c'est le contraire. Le Mali a souhaité régler cette affaire politiquement et c'est dans ce sens que le gouvernement malien a fait cette proposition lors de la venue du ministre des Affaires étrangères nigérien au Mali concernant l'affaire de ces 49 soldats. Maintenant, l'affaire suit vraiment son cours et c'est devant une juridiction malienne et je suis sûr que les preuves que le Mali détient ont été d'une part montrées, on a montré certaines preuves qui est la nationalité de certains soldats qui font partie de ces soldats arrêtés au Mali et aussi la libération de ces trois soldats ivoiriens comme vraiment une porte de dénouement concernant cette affaire. À vous. Ali Palo, est-ce que quand on vous écoute,
échanger. Il est clair que vous, comme Moussa Zandiara, il y a une question de fond qui est là, celle d'une affaire pendante devant les juridictions. Pensez-vous donc la sortie du président Gbagbo qui a demandé davantage au président Faure Gnassingbé de redoubler d'efforts, cette demande également de l'envoi de 3 délégations du côté du Burkina Faso, en Guinée, notamment au Mali, mais également aussi par la suite, où il avait évoqué au départ que l'Assemblée nationale ouvre une enquête pour en savoir clair du côté du peuple. Cela n'avait pas été fait. Est-ce que c'est une sortie qui est une sortie de cœur pour vraiment un souci en demandant à ce que le président Assimi Goïta puisse faire quelque chose, y peser de son poids en tant que chef de l'État, ou on dirait ici qu'il s'agit d'une sortie politique, purement politique d'un chef d'État qui, par la même occasion, les élections arrivant ou venant, voudrait aussi se positionner. Vraiment, je voudrais avoir une lecture assez claire sur votre point de vue là-dessus, non loin bien entendu d'une question de clivage d'un bord ou d'un autre. D'accord, merci pour cette clarification, parce que là, moi, je vois cette sortie de Gbagbo, une sortie politique, hein, comme je le dis, hein, c'est une sortie politique. Je pense bien que le PPACI a fait une déclaration où il propose Gbagbo pour les élections présidentielles de 2025. Et en même temps, Gbagbo est connu en Côte d'Ivoire comme une personnalité qui aime beaucoup les Ivoiriens. Il met en avant le peuple ivoirien. Il défend beaucoup les Ivoiriens. Et si le gouvernement ivoirien actuel, parce qu'il a dit dans sa déclaration que eux n'ont pas l'exécutif. S'ils avaient l'exécutif, ils allaient savoir quoi faire. Maintenant, ils n'ont pas l'exécutif, donc ils vont envoyer une délégation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée pour en savoir plus. Dans cette communication, je vois on a un homme politique qui veut travailler en tant qu'ancien chef d'État, en même temps en tant qu'un opposant, en tant qu'un panafricain, pour toucher la sensibilité des peuples aujourd'hui, qui se dit peuple panafricain, un peuple qui se revolte contre l'impérialisme, pour faire passer le message tout en montrant au peuple ivoirien que lui, il a pu encore trouver une solution vis-à-vis des soldats qui ivoiriens, parce que là, il dit que soit ils sont des mercenaires ou soit ils sont des soldats. Bon, dans sa communication, ce que je vois, si le gouvernement de Ouattara a échoué, lui, il doit être capable de libérer ces soldats-là et montrer au peuple ivoirien que c'est lui qui a travaillé en tant qu'opposant pour le faire. Et s'il avait l'exécutif, c'est-à-dire que ces soldats n'allaient pas faire ces jours, ces semaines qu'ils ont déjà fait sur le territoire malien. Au-delà de ça, moi je dirais que c'est une déclaration de guerre aussi avec Ouattara, parce que là, c'est comme s'il montrait un peu la limite de Ouattara dans les négociations, les discussions avec le peuple malien, et en même temps montrer que à l'époque, n'oubliez pas que Gbagbo a dit ça plusieurs fois sur des plateaux clés dans la déclaration, que Ouattara a mené la rébellion en Côte d'Ivoire, Ouattara a déstabilisé la Côte d'Ivoire pour prendre le pouvoir, et il avait dit plusieurs fois que Ouattara n'a jamais été élu. Et dans cette sortie, il montre, moi c'est ma lecture que je fais, il montre encore une fois que Ouattara est l'expert déstabilisateur des pays, notamment la Côte d'Ivoire et aujourd'hui le Mali. Et donc, lui, Gbagbo, il avait raison quand il disait à l'époque que Ouattara était le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, celui qui a mené la rébellion. Moi, je vois là un homme politique qui essaie encore de se repositionner, vu qu'il a eu des difficultés avec son parti, le FPI. Et aujourd'hui, avec le PPACI, il faut travailler à avoir le maximum des peuples d'abord de la sous-région et des peuples africains, des peuples insurgés qui aujourd'hui sont contre le colonialisme, le néocolonialisme, et tenter de ramener tous ces peuples vers son idéologie, vers sa vision qu'il a menée depuis les années 90 pour travailler aujourd'hui qui est le multipartisme, parce que c'est de là aussi à déclencher un peu le multipartisme dans différents pays africains. Moi, je pense clairement que le Mali ne doit pas se laisser influencer par quelconque personnalité politique que ce soit sa vision politique, son panafricanisme. Il faudrait que la vérité soit établie. Et c'est dans cette vérité-là que le respect
la souveraineté de tout un pays pourrait renaître, comme l'a tenté, comme ont tenté de faire certains dévancés, comme celui de la Guinée avec ses Touré, Thomas Sankara du Mali, du Burkina Faso, Kwame Nkrumah du Ghana, et ainsi de suite, qui ont travaillé à faire respecter les valeurs et la culture de leur peuple. Je pense que le Mali aujourd'hui tient ce relais-là et qui doit travailler aujourd'hui à contaminer les autres peuples. Aujourd'hui, ici au Burkina, nous avons eu un coup d'État avec un jeune militaire qui est au pouvoir. En Guinée, on a aussi un jeune militaire qui est au pouvoir. Je pense que cette contamination-là doit quand même travailler à prendre tous les peuples africains. Et il doit travailler à montrer clairement la vérité. Maintenant, parce que mon frère Moussa dit clairement qu'en Côte d'Ivoire, il y a moins de communication. La communication en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui le fait. Par contre, chez nous, au Burkina, c'est que tous les médias couvrent les informations et qui tentent de faire passer l'information. Vous verrez bien qu'en Côte d'Ivoire, toute l'information qui circule plus, c'est ce que l'État ivoirien donne comme information. Et c'est cela que le peuple, la société civile ivoirienne, qui essaie de bouger, ils tentent de montrer que ce sont réellement des soldats qui ont été arrêtés au Mali et que le peuple malien travaille à ne pas les lâcher. Voilà, donc je demanderai plutôt au peuple malien de continuer à communiquer aisément sur cette situation, de continuer à montrer réellement que ce sont des mercenaires. Parce que là, si on cache la vérité et qu'on parle de négociations que ces personnes font libérer, on dira finalement que c'était du chantage que le peuple malien voulait faire. Ça, c'est ce que le peuple ivoirien va comprendre. Tantôt, moi, au Burkina, je tente de chercher à comprendre l'information, déjà avec Moussa. Ça me permet de comprendre certaines choses sur ce plateau. Et davantage, demander au président Assimi Goïta de continuer à rester un chef d'État et laisser la justice continuer à travailler dessus. C'est vrai qu'après le passage du président ghanéen au Mali, aucune déclaration n'a été faite. Donc cela montre réellement que le Mali est sur la bonne voie. Et sur la bonne voie, je dirais que peut-être au Mali, on ne peut pas faire une déclaration, mais rentrer, et la commission de la CEDEAO devait quand même en mesure de faire une déclaration et dire réellement ce qu'est aujourd'hui la situation. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'à quelque part, il y a une vérité quelque part, il y a un mensonge quelque part. Et je pense que pour un dénouement de la situation, le peuple malien doit réellement travailler à ce que la vérité soit faite et que la vérité soit mise aux yeux de tous. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment on dise qu'on a appris, on aurait appris, c'est ceci, c'est cela. On pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez grands et nous sommes d'avant, je dirais que ces années d'indépendance qu'on nous attribue, c'est du n'importe quoi, mais nous existons il y a très longtemps depuis belle lurette. Voilà, donc je pense que cette vérité-là, elle doit être impérativement mise aux yeux du monde entier. Voilà, on reviendra avec vous pour votre point de vue sur un mot en Centrafrique avant de sortir. Merci de votre contenu. Moussa Zandiara, pour sortir du sujet, avant d'évoquer quelques mots sur la République centrafricaine, également un point de vue. Donc, est-ce que nous sommes fixés que la sortie du président Gbagbo ne pourrait aucunement être suivi d'un geste de Bamako, beaucoup plus de son président Assimi Goïta, pour faire bouger les lignes, l'affaire étant pendante en justice? Moi je peux qualifier cette sortie comme une récupération populaire de la part de Gbagbo de trouver quand même une solution au niveau de Bamako, parce que selon ce dit, il a dit que celui qui a été envoyé ne doit pas subir plus de châtiments que celui qui les a envoyés. Donc si tu prends vraiment ces propos, c'est comme si le peuple ivoirien doit vraiment condamner Ouattara parce que c'est lui qui les a envoyés. Pourquoi ceux qui ont été envoyés sont incarcérés et celui qui les a envoyés est en liberté? Voilà, est libre. Maintenant, ça dit beaucoup de choses. Vraiment, si tu analyses ces propos, quand même, c'est des propos politiques, c'est des propos récupérateurs et c'est des propos de positionnement de sa part. Donc, il veut vraiment montrer vraiment son côté opposant au peuple ivoirien et de leur pousser maintenant vraiment à faire pression sur Ouattara. Sinon, je ne dirais pas que le message est clairement adressé à Assimi, mais contrairement au peuple ivoirien, de prendre leurs responsabilités à main et de faire pression sur le président Ouattara, parce que c'est lui qui a envoyé ces soldats. C'est lui qui n'a pas jusqu'à présent dit
la vérité au peuple ivoirien. Et c'est juste lui qui cache vraiment ces faces-là aux Ivoiriens, dont Bamako détient vraiment la vérité, et Bamako détient aussi les 46 soldats qui sont toujours détenus. Donc il faut que le peuple se rallie, se rassemble, et le Gbagbo, en tant que le libérateur, le sauveur, va mener le combat au peuple pour libérer les soldats. Donc je vois vraiment cette sortie dans ce sens, et je sais que ça va aussi impacter et ça peut faire effet, parce que les activistes et les panafricanistes qui ont tenté de mener ce combat en Côte d'Ivoire, on a vu que le gouvernement a fait tout pour vraiment les barrer la route, jusqu'à ce qu'il y a eu des incarcérations dans ce sens. Et Gbagbo, contrairement à lui, c'est un homme d'État, c'est un homme politique. Lui, il peut mener beaucoup de choses et il peut faire pression sur le gouvernement à aller de l'avant dans ce sens. Voilà, pour justement rester dans le même sens que vous, de ce que vous entendez dire, avant d'évoquer très rapidement un mot sur la Centrafrique, avec ce qui nous a été souligné tout à l'heure. Il y a donc un Ivoirien qui a envoyé un message, d'ailleurs sur la page Facebook For You Media, Vencelas Fabrice Zidé, qui dit « Même au début de cette affaire, le PPACI, qui est le parti du président Laurent Gbagbo, a demandé une enquête parlementaire que le gouvernement ivoirien n'a pas acceptée. Dans une de ses sorties à Mama, dans son village natal, il a demandé à nos autorités de lui donner une autorisation pour aller au Mali discuter avec les autorités maliennes, parce qu'il a des réseaux là-bas et que d'autres sont aussi aux affaires. Nos autorités n'ont pas répondu à cela. Et il dit du côté justement du Mali et de la Côte d'Ivoire, dit vous savez, moi je suis ivoirien et je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, 95% de nos autorités, des Ivoiriens, 95% des Ivoiriens ne savent pas vraiment qui sont ces gens qui sont au Mali là-bas. Le gouvernement ne fait pas de communication et n'est pas assez clair dans cette affaire. Ce sont les informations que donne le Mali que nous avons, dont le président Laurent Gbagbo, étant un Ivoirien, un ancien président de la République, ne peut pas prendre une position claire s'il n'a pas les informations nécessaires, et c'est pour cela qu'il ne peut pas les appeler les mercenaires ni les soldats. Voilà, donc je pense que Ali Palo, avec cet Ivoirien-là, comprend clairement. Monsieur, juste en une minute, un point de vue, Moussa Zanyaram avait évoqué un temps ici la réécriture de la Constitution. Le Mali a commencé de son côté, du côté de la Centrafrique, où ça a été peaufiné. Il y a la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée. Votre point de vue d'une actualité là-dessus, de ce que l'actuel gouvernement voudrait faire pour se détacher des puissances impérialistes? Oui, je pense, une fois on a évoqué ce point, notre point de vue par rapport à cette situation, parce que la rédaction de ces nouvelles constitutions, que ce soit au Mali et que ce soit au Centrafrique, c'est juste pour refaire un peu et réécrire l'histoire de notre pays. Parce que toutes ces constitutions qu'on avait, c'était des constitutions copier-coller de la constitution française. Nous, au Mali, ici, ça datait depuis la constitution de 1958 de la République française, que le Mali avait comme constitution depuis 91, 25 février 91. Donc, que ce soit le cas aussi de Centrafrique, on a vu le peuple, c'est l'aspiration du peuple. Et je pense que le gouvernement, que ce soit la juridiction, doit vraiment prendre cette aspiration du peuple pour mettre ça en œuvre. Et cela va changer les donnes, parce que aucun gouvernement, aucun dirigeant, je dis bien, aucun dirigeant ne viendra plus dans ce pays-là, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Centrafrique, pour le moment, dire ou bien faire ce que l'Occident va édicter pour appliquer ça dans ce pays. Je sais que le peuple ne va pas accepter et le peuple ne l'acceptera plus, parce que la jeunesse a pris conscience dans ces différents pays et la jeunesse est levée et on veut, c'est nous qui vont donner l'orientation au gouvernement. C'est pas le gouvernement qui va nous édicter ou va nous parachuter désormais ou dorénavant des choses qui ne vont pas dans le sens même de la gestion, de la bonne gestion de notre pays. Donc la constitution fait partie, et la constitution c'est le fondement de tout un pays, et c'est l'orientation du pays qui sera écrit dans la constitution. Je pense que le peuple centrafricain
et l'avenir de Centrafrique est dedans, et je sais que la juridiction va comprendre et il y aura quand même des points de dénouement dans ce sens et que il y aura des changements dans ce sens. Merci. Ali Palon, juste un mot vous aussi. Que pensez-vous donc de cette réécriture de la Constitution en Centrafrique? C'est pratiquement la refondation de l'État qui est un peu, même si le contexte est différent du côté du Burkina Faso, où la charte de la transition est à 1 minute, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tous nos États doivent encore refonder, doivent encore répartir sur une refondation, tout ce qui est naturel, parce que tout ce qu'on a aujourd'hui comme constitution, comme loi, c'est copier-coller publiquement de la France et des pays occidentaux. Et je pense réellement que au niveau du Burkina Faso, c'est vrai que nous avons une charte de transition, mais je pense aussi dans la lignée de cette charte de transition, on pense de remettre en place tout ce qui est comme refondation pour remettre le pays sur le pied. Je pense que la Constitution aussi fait partie aussi de ces réalités-là qu'il faut vraiment revoir. Vous remarquerez que le coup d'État qui a eu lieu le 24 janvier et qui s'est répété encore le 30 septembre, c'est parce qu'aujourd'hui le peuple burkinabé ne voit plus dans le même sens que les vieillards qui ont géré le pays pendant longtemps et qui pensent aujourd'hui qu'il est important qu'on puisse rompre de façon totale et de façon unilatérale avec tout ce qui était comme loi et juridiction internationale. Et je pense réellement que tout ce qui est comme constitution, comme l'a dit le frère Moussa, la Constitution est la moelle épinière de tout un pays. La Constitution est la base, c'est-à-dire que le fondement d'un pays. Et si la Constitution est bien revue, je pense que tout ce qui est comme décret, tout ce qui va revenir après, reviendra réellement d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle démarche et d'une nouvelle vision. Je soutiens fermement le peuple centrafricain dans cette démarche-là, et le peuple malien qui est entamé aussi ces mêmes pas, et qui déjà ont donné leur position radicale vis-à-vis à l'Occident et vis-à-vis de tous ceux qui sont en train de déstabiliser le pays. Franchement, je tiens à la féliciter, je les tire mon chapeau. Je souhaiterais que tous les peuples africains entament ce même pas-là et travailler à ce qu'on puisse arriver au pays ou au continent souverain, au continent le plus riche, mais qui est plus pauvre par ses populations. Et je pense que nous avons tous ces moyens, nous avons toutes ces compétences-là. Ces jeunes que nous sommes aujourd'hui ne sont pas des jeunes à la bataille, à la bataille. C'est les jeunes qui réfléchissent et qui ont vraiment une certaine de pensée et qui ont vraiment cette position-là et cette véracité, cette force de pouvoir tous se mobiliser dans la rue pour réclamer ce qui est de droit. Aucun chef d'État ne viendra dicter ces lois aujourd'hui à cette jeunesse, à ce peuple-là. Nous sommes en train de partir, mais la jeunesse est en train de devenir encore plus brillante que nous. Au fur et à mesure que nous évoluons, vous verrez que le continent africain va retrouver sa place sur le plan mondial et être le pays le plus convoité au monde. Je vous remercie. Merci également à vous, monsieur. On n'aura pas la séquence notamment des civilités de revoir. Je vous dis merci pour vos différentes participations. On se retrouvera certainement pour d'autres rendez-vous. Juste pour ajouter un petit mot, celui notamment d'un autre Ivoirien qui a fait comprendre que le gouvernement de Nantes n'a pas la position sur les soldats ou les mercenaires tels que l'a signé le président Babo. Au cas où il y aurait donc une position de mercenaires, il n'y aurait plus une fraternité d'armes. Tous les blogueurs ivoiriens soutiennent donc le Mali parce que clairement on a l'impression que du côté ivoirien ça semble être bloqué pour un pan de déstabilisation. Merci à vous, merci également à la technique pour la contribution ce matin signée avec Abolo Patrick. Madame, monsieur, j'aurai le plaisir de vous retrouver en cette soirée dans le cas de l'info HU. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.